pour faire cette petite introduction au Green IT, je vais juste récapituler un petit peu ce que c'est. Donc c'est l'informatique, c'est une méthodologie qui consiste à essayer de diminuer l'impact environnemental de l'informatique. Donc, bien évidemment, ça ça s'effectue à partir, du coup, de définitions. On doit définir nos objectifs et ce que nous sommes pour pouvoir, travailler correctement sur d'autres sujets. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question: sur quoi on se base? Donc des définitions, les fondations solides. L'écologie, sciences écologiques, étude des interactions des êtres vivants avec leur milieu, donc avec les écosystèmes, et à savoir comment ce rapport évolue dans le temps, et dont le but est de justement faire en sorte que tout le monde puisse vivre. Donc les espaces verts, enfin tout ce qui est être vivant, hein, on considère les plantes, les animaux et nous, pour que tout le monde puisse vivre correctement. Ensuite, la définition de écotique, qui est le nom français depuis 2009, du coup, pour écotechnologie de l'information et de la communication, spécialisation du coup, de méthodes de gestion, d'analyse et d'optimisation de ressources informatiques dans le but de diminuer l'impact environnemental. C'est ce qu'appellent les Anglais, du coup, le Green IT, et c'est le nom le plus commun. Ensuite, les objectifs de l'infrastructure. Donc, sur quoi on va jouer pour diminuer cet impact qu'a l'infrastructure? Donc, tout le matériel informatique, toutes ces gestions. Les domaines dans lesquels l'écotique, du coup, des admin 6 interviennent, c'est les serveurs, les data centers, en gros, les réseaux, donc en gros tout ce qui va être routeur, tout ce qui va être switch, tout ce qui va être, globalement des pièces de communication du réseau, et derrière ça, les terminaux. Ce qu'on appelle les terminaux, ce sont vos téléphones portables, les PC et basiquement tout ce qui est manipulé par les utilisateurs finaux. Ensuite, du coup, on a du coup le meilleur d'outil d'analyse, le cycle de vie, ce que je vous disais, ce qui permet de quantifier et de connaître les zones entre guillemets qui polluent le plus et voir si on peut diminuer ça. 5 questions qu'on m'a posées en avance, dans lesquelles j'ai pu me permettre d'aller chercher quelques sources, etc. On avait la première, c'était: l'IA a un impact écologique certain. Est-ce que l'impact de l'utilisation de l'IA pour poser une question de recherche basique a été comparé à une consommation de recherche de cette même information via des plateformes habituelles? Donc là, on a une comparaison entre grossièrement ChatGPT et Google ou DuckDuck, etc., etc. Alors, pour cela, donc du coup, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'équivalent carbone. Donc en gros, combien de grammes équivalent carbone, donc CO2, ça utilise de faire une recherche. Comme vous le savez, faire une recherche que sur un ordinateur ou sur internet, ça nécessite de l'électricité. Cette électricité, du coup, elle a été fournie, générée par quelque chose, généralement des centrales nucléaires en France, centrales à charbon, etc., etc. Il y a plein de méthodes, différentes méthodes. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que pour connaître un équivalent carbone, généralement, on additionne la totalité des ressources énergétiques disponibles qu'ils font, donc avec énergie fossile ou énergie renouvelable ou énergie verte, et on voit quelles sont les parts de ce diagramme. Donc ensuite, on fait grossièrement, on essaie de voir combien une requête est demandée. Combien une requête demande en watts, et ensuite on peut faire un équivalent en CO2. Google, eux, se disent que le moindre requête qui est fait chez eux, c'est 0,02 grammes de ce qu'ils disaient de CO2 émis à chaque fois qu'il y a une recherche qui est faite sur leur moteur de recherche. Green Spector, que j'apprécie plutôt bien au niveau de leurs enquêtes, eux, a fait une démarche et ont vu que c'était aux alentours de 0,13 grammes de CO2. Du coup, je reprends sur le fait que Green Spector dit que c'est 0,13 grammes d'équivalent CO2 mesuré sur un smartphone
Samsung Samsung S7, donc elle date un peu l'étude, mais elle est quand même intéressante, pour Google. À ça, du coup, une autre étude, du coup de bloc, pour l'IA, du coup le bloc équipe.app, a fait une étude, eux, pour faire une équivalence, cette fois-ci pour ChatGPT 3. Donc elle date aussi un peu, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de recherche à l'heure actuelle sur ChatGPT 4, et sachant que je n'ai pas vraiment voulu lui demander parce que je ne sais pas si je peux me fier à lui pour vraiment savoir, et que d'enquêtes que j'ai vues montraient les méthodologies. Et ils estiment que faire une requête sur ChatGPT 3, c'est 0,14 grammes d'équivalent CO2. Donc, en gros, lorsque vous faites une recherche sur ChatGPT, vous polluez plus que si vous faites une recherche que sur Google, malheureusement. À savoir que, petite anecdote, le Ouest France avait fait un article sur ChatGPT qui avait publié en détail que faire une requête sur ChatGPT, c'est équivalent à 500 millilitres d'eau d'utiliser pour faire son refroidissement. Donc en plus de ça, vous avez ce petit détail. Alors 0,14 grammes, c'est beaucoup. Alors oui, c'est beaucoup. Si on prend un équivalent, donc du coup pour se mettre, pour se fier à quelque chose, pour se donner une ordre d'idée, une étude qui était apparue maintenant il y a un petit peu de temps, j'ai pas réussi à la retrouver, mais il faudrait que je la retrouve pour vous la communiquer. Le site le moins polluant à l'heure actuelle que l'on a, c'est Wikipédia. Wikipédia, pour générer sa page, c'est 0,02 grammes d'équivalent CO2. 0,02 grammes de CO2. C'est assez peu. Pour ouvrir une page LinkedIn, c'est 0,21 grammes d'équivalent CO2. Maintenant, il faut se dire aussi que pour des moteurs de recherche, ils sont demandés à un niveau très très haut. Ils ont énormément de requêtes à traiter. Et donc du coup, à savoir que 0,14 grammes de CO2, il faut le multiplier par facilement 1000 personnes dans 2 ou 3 minutes. Il faut le voir comme ça. Si j'ai bien compris, c'est 0,13 grammes pour Google et 0,14 grammes pour ChatGPT. On pense que la différence serait plus notable. Je pensais que la différence serait plus notable. Alors, effectivement, moi aussi, je pensais que c'était plus notable. Seulement, il faut prendre en compte une chose, c'est que c'est ChatGPT 3 et pas 4. Et 4 a augmenté de performance. Et généralement, quand on augmente de performance, on consomme plus de ressources. Donc, à l'heure actuelle, je ne peux pas être très précis sur cette étude. C'est OK pour celle-là? Je passe à la suivante. Question du coup sur la virtualisation et sur le sur le cloud computing. Donc du coup, comment la virtualisation et le cloud computing influent-ils notre empreinte carbone? Alors, pour savoir si du coup la virtualisation et donc du coup la mise en pratique du cloud est moins impactante qu'avoir sa propre interface, enfin son propre infrastructure chez soi, en on-premise. Heu, Cela va dépendre en fait des exploitations et des utilisations qu'on en fait. Si on part du principe qu'on loue une parcelle de data center qui nous permet de emprunter une petite partie de, de différents serveurs ou d'autres entreprises l'exploitent aussi, on va économiser. On va économiser puisque du coup c'est un serveur qui est utilisé pour plusieurs personnes. Pour beaucoup, ça c'est moins dans l'ensemble, c'est moins polluant d'utiliser des data centers puisque ces derniers sont mieux conçus du coup générer et exploiter les, hem pour générer et exploiter les serveurs. Généralement, vous avez des flux thermiques dans des data centers qui sont rebalancés vers, bah, par exemple, des piscines municipales
pour chauffer l'eau, pour chauffer des immeubles aussi ou des magasins à côté. Si on se souvient bien tous de OVH qui malheureusement a cramé, qui avait cramé à Strasbourg. Ça faisait partie, c'est parce que du coup le flux thermique était passé, avait des avait été, trop intense. Mais voilà, donc du coup, il est plus intéressant aujourd'hui pour des petites entreprises, heu, de, se mettre en comment dire? Dans des data centers pour avoir justement, pour économiser les ressources, puisque du coup la gestion de la ressource est virtuelle et beaucoup moins élevée. Et derrière permet une optimisation puisque, bah, le serveur en question a peut-être assez de ressources pour être géré pour, installer une autre société, sans pour autant, compromettre, que ce soit des données ou que ce soit autre chose. Après, il va y avoir aussi un point très important qui va revenir sur cette question, c'est, la géolocalisation du data center en question. La génération, en fait, la pollution d'un data center dépend aussi beaucoup de, son flux électrique qui génère son électricité. En France, on a de la chance, c'est beaucoup du nucléaire. Donc les data centers sont très peu polluants à l'exploitation, en électricité. Par contre, si on prend un data center en Allemagne, c'est plus du tout la même, puisque les Allemands n'ont quasiment pas d'énergie nucléaire et ont ni renouvelable, ni vert, et beaucoup d'énergie fossile. Et donc du coup, l'impact sera complètement différent. Est-ce que ça va pour celle-ci? Alors, Alexandre, tu avais dit, pour l'IA, je me demande, on compare le coût d'une requête, mais coût de la valeur de la requête. Heu, avoir de la part de ChatGPT sera plus pertinente ou utile que Google, qui va nous sortir X liens. Alors c'est vrai que ça va dépendre et c'est vrai que la pertinence, mais alors là, c'est plus une gestion, on est plus sur une gestion écologique. Là, on est plus sur une gestion, bah, de d'optimisation de ta requête et de ta recherche. Donc forcément, ça sera différent. Là, on compare juste le fait de taper une ligne ou des mots-clés, pour ChatGPT ou pour, Google. Donc effectivement, après, il faut voir, lequel est le plus intéressant. Mais du coup, pour le coup, à l'heure actuelle, ChatGPT était plus polluant. Oui, le forum de Green Tech, effectivement, il y a beaucoup de réponses, je vais peut-être faire beaucoup de redites du forum de de Green Tech. Du coup, en troisième question, c'était les pratiques de recyclage dans l'industrie informatique est-elles suffisantes? Y a-t-il des innovations prometteuses? Alors, en termes d'innovation, en termes de recyclage, la recyclage aujourd'hui pour le matériel informatique, il est très peu. On réutilise la plupart du temps que 20 de ce que l'on consomme. Même si ça change beaucoup puisque des métallurgies spécialisées, bah, se développent dedans pour récupérer un maximum, notamment dans les barrettes de RAM où on trouve de l'or, dans tout le cuivre et cetera. Mais globalement, là où on innove le plus, c'est plutôt en termes de technologie et en exploitation des cartes mères et de la RAM et de l'optimisation là-dedans. Puisque, bah, du coup, faire de l'optimisation, c'est envoyer moins de requêtes et du coup, de moins user son matériel informatique. Donc principalement, ça va être des méthodologies type, type RSE en fait, ce que le RSE met en place, la suppression des mails, la gestion de tout ça, qui va permettre pas mal de points, là-dessus, qui va beaucoup aider. Après, en termes d'administrateur, ce qui va être intéressant pour nous, ça va être surtout de voir si on peut, si on peut, recycler, réutiliser certains serveurs qui sont encore fonctionnels pour de la seconde main. Mais pas en seconde main, on fera pas tourner ne fera pas tourner principalement, enfin si ça peut, mais généralement on évite de faire tourner la production dessus, donc l'activité principale de la société sur ce point-là, sur ce serveur-là, mais plutôt l'avoir en second, qui potentiellement aide, pour faire de la haute disponibilité ou ce genre de choses.
Après, il y a d'autres méthodes d'optimisation, par exemple, notamment la gestion des serveurs virtualisés. On laisse pas traîner des serveurs, virtualisés qui sont là que pour, X temps et derrière on les oublie. Ça consomme ça consomme et ça exploite beaucoup de ressources. Après le problème que l'on a, énormément, c'est les garanties. En fait, les constructeurs ne veulent pas augmenter les garanties sauf si tu payes. Et derrière, ils ne veulent pas non plus, ils veulent pas non plus aller trop loin dans leur, directive, ils préfèrent que tu changes directement le serveur. Donc forcément, ça annonce plus de production et plus de ventes pour eux. Et du coup, bah, plus de déchets. C'est pas ouf mais c'est leur méthode de vente. C'est comme, le principal problème qu'on va avoir là récemment, c'est la mort de Windows 10, la fin. Enfin la fin de c'est pas la mort de Windows 10, j'extrapole complètement. C'est la fin du coup de Windows 10 et du support Windows 10, donc plus de mise à jour sur Windows 10, qui va, du coup entraîner un problème puisque Windows 11 nécessite d'avoir la puce TPM 2.0. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une puce qu'on a dans un BIOS dans des versions assez récentes, enfin assez récentes, ça date un peu maintenant, mais qui, sont dans les cartes mères et qui permettent normalement plus de sécurité, de ce qu'ils disent. Mais du coup, si on ne l'a pas, on ne peut pas installer Windows 11 ni, les futurs Windows qui sortiront et du coup, principalement, bah, ça va générer des déchets et comme on est à 95 91 de marché de, Windows, PC, alors clients, terminaux, hein, attention PC, utilisateurs et cetera, bah, ça va générer énormément de déchets. Alors que pourtant, Windows 10, non, peut-être qu'il est arrivé à terme pour des raisons de sécurité ou autres. Je ne sais plus trop pourquoi. J'ai pas encore lu les rapports de la raison pour laquelle il l'a arrêté. Mais du coup, ça va générer énormément de déchets et c'est un énorme problème. Donc, on est très souvent freiné. euh, on est très souvent freiné, surtout par le marché en fait, qui du coup n'aime pas beaucoup ça. Oui. Alors Sébastien, quand tu dis Windows 10 fait de la résistance justement pour cela, est-ce que tu peux être un peu plus explicite s'il te plaît? Oui, tout à fait. Effectivement, les gens veulent pas dépenser en fait, parce que déjà aussi les prix, il faut le savoir, hein, mais les prix de l'informatique s'envolent facilement, et les raisons sont nombreuses, heu, notamment un besoin en pétrole qui grandit et le fait que les pétroliers descendent, puisque, bah, du coup, il y a de moins en moins, ça coûte un peu. Heu, Est-ce que l'on a une idée de la pertinence moyenne des infras? J'ai cru noter que 2 approches, le sous-dimensionnement qui surcharge le matériel ou le surdimensionnement qui fait que le matériel mal exploité. Est-ce que l'on a des chiffres ou des reculs plus objectifs sur la question? Alors non, je n'ai pas de recul ni de chiffres là-dessus, mais c'est vrai que tu poses une question très intéressante effectivement. Dans les entreprises que j'ai vues pour le moment, il y a souvent du surdimensionnement. Beaucoup de surdimensionnement, et bizarrement ça accompagnait souvent les développeurs. Je dis ça, je dis rien. Mais mais très souvent, effectivement, il y a un surdimensionnement dans les entreprises et généralement un dédoublement, de l'infrastructure pour avoir de la haute disponibilité. Heu et du coup, c'est vrai que ça engendre des coûts supplémentaires et surtout une pollution supplémentaire puisque, bah, du coup, on se retrouve avec double infra. Et du coup, il faut bien se rendre compte que, lorsqu'on demande de faire notamment, pour faire des infrastructures de test ou même des environnements de test pour les développeurs, bah, ça engendre un coût et ça engendre du matériel supplémentaire et de la ressource requise. Et donc forcément, bah, ça amène de la pollution supplémentaire. Et donc du coup, bah, généralement, c'est peut-être là qu'on va préférer mettre de la seconde main dedans, histoire qu'au cas où, si ça peut tenir plus longtemps, bah, autant qu'il s'éclate dessus. Le fait d'avoir du matériel qui reste allumé H24, en fait, aujourd'hui, enfin, ça consomme
ça consomme en continu en fait l'exploitation de la carte mère. Et pour ceux qui auraient ce vieux refrain qui disait non, je le garde allumé parce que ça va le durer plus longtemps, c'était vrai il y a 20 ans, quand les PC en fait n'avaient pas de NVMe, n'avaient pas de circuits optimisés dans les cartes mères et des processeurs adaptés. Donc en réalité, aujourd'hui, c'est plus intéressant d'éteindre son ordinateur et ça on y gagne et surtout qu'aujourd'hui, un ordinateur, ça s'allume en moins de 20 secondes. C'est terrible parce qu'on a même plus le temps d'aller chercher le café. Hem, Moi, je me demande si des solutions comme Windows Azure Virtual Desktop a du sens aujourd'hui et j'imagine surtout pour les directeurs financiers de Microsoft. Alors ça a peut-être une solution et ça vient surtout avec la pandémie. Puisque la pandémie nous a tous cloués, chez nous et bah, du coup, ça a été l'avènement et la démocratisation du coup du travail à distance, du travail chez soi et c'est là que veut, répondre Microsoft, veut répondre à cette offre. Ils veulent pouvoir en fait amener, dans Azure, un environnement de travail complet, pour, bah, tout simplement pour enlever le PC. Parce que du coup, tu pourrais te connecter depuis chez toi, à ton environnement de travail, sans pour autant avoir du matos, comment dire? Du matos, bah, du coup de l'entreprise. Ce qui est, pas correct, d'un point de vue juridique, s'il me semble, puisque les données non? Ah non, c'est vrai que ça marcherait puisque, bah, du coup les données restent, dans l'entreprise. Mais ils essaient de répondre à ça, en fait, en priorité. Après évidemment, hein, ça sert aussi à avoir du revenu puisque Microsoft et le Microsoft Azure, il coûte cher. Il coûte très, très cher. Je donne les serveurs de test pré-prod en soirée ou le week-end quand les équipes ne sont pas là. Effectivement, Vivien, effectivement, éteindre ces serveurs, mettre des tâches automatiques qui les éteignent derrière, c'est plutôt pratique et juste prévenir l'équipe infra en disant: «Aujourd'hui, enfin ce week-end, on a besoin de faire des tests de telle heure à telle heure, est-ce que vous pouvez nous laisser open?» Ce genre de choses. Je vais du coup passer sur la 4e question. Pensez-vous pouvoir estimer l'impact environnemental du cloud? Le cloud tourne 24 heures sur 24 et dépend de nombreux data centers. Il semble que le cloud consomme le plus. J'ai peut-être tort. Alors, le cloud consomme-t-il plus que avoir des infrastructures chez soi? Donc ça, j'en avais déjà un peu parlé. Il faut savoir que pour l'usage de tous les jours déjà, un data center, c'est plus efficace et moins polluant que tous les terminaux que l'on a. Hem, Ça va dépendre en fait, comme pour la question 2, ça va être toujours la même chose, ça va dépendre en fait de, où se trouvent les data centers qui exploitent. Donc ça va dépendre de l'environnement, d'où ils se trouvent, la situation géographique, la technologie qui s'y cache derrière, si elle est plus ou moins, si la consommation nécessaire est plus ou moins grande, le nombre de services qui sont exploités et du coup les tailles derrière. Généralement, un data center si je prends un exemple d'un data center qui pourrait je pense que là, on pourrait parler de site web. Un site web n'a pas forcément besoin de grosses ressources pour tourner. Heu, Ça va dépendre en fait de où il est placé. S'il est en Allemagne, il va polluer énormément. S'il est en France, il va pas quasiment pas polluer. Là où ça va être le plus polluant, ça va être quand les gens vont vouloir exploiter, comment dire? Les ressources qui sont dessus. S'y connecter en fait avec un terminal, donc mon PC par exemple, je souhaite installer, mon entreprise, voilà, je suis tout seul, bah tiens, je suis youtubeur. Je suis youtubeur et j'ai besoin de stocker énormément de vidéos. Voilà, donc du coup, je me dis: «Il me faudrait un stockage, dans un data center» puisque, bah, le data center me dit: «Vous inquiétez pas, nous on a une copie de toutes vos données tous les jours, qui se fait et je les ai H24». Donc du coup, j'ai décidé d'avoir une infrastructure en, cloud, dans un data center. Mes données sont des vidéos, elles sont très coûteuses en termes de place.
Je dois aller, je dis n'importe quoi, mais j'ai 4 vidéos, et mes 4 vidéos, elles font 2 téras parce que je les ai mis en 4K et même j'en ai une en 8K parce que, bah, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'en ai une en 8K. Bah, du coup, en fait, le fait de l'uploader va être énormément, polluant en termes de ressources puisque j'envoie des données en boucle depuis mon terminal jusqu'au data center. Une fois dans le data center, aller lire plein de monde va aller lire les vidéos. Puisque bah, du coup, je dis voilà, moi je suis sur YouTube et je les upload sur YouTube. Donc du coup, sur YouTube, c'est YouTube qui aura la preuve, mais je me dis bah, j'aimerais bien mesurer. Donc je fais de mon côté. Et donc du coup, je dis aux gens, vous pouvez aller les voir ici. Et les gens qui vont aller voir, en fait, vont aller télécharger la donnée en boucle. Et donc du coup, l'exploitation va devenir extrêmement polluante. Est-ce que j'étais clair avec cet exemple? En fait, maintenant, je me demande si c'est pas l'IA qui consomme davantage que le cloud. Alors, pour répondre à ça, en fait, il faut surtout s'intéresser à un point, c'est que l'IA, pour qu'elle soit efficace, il faut l'entraîner. Et l'entraîner, c'est une catastrophe en termes d'écologie. Rien que pour ChatGPT 3, l'équivalent de son entraînement, c'était environ 502 tonnes d'équivalent CO2 qui avait été publié. C'est juste gigantesque et c'est absolument terrifiant. Oui, oui, c'est 500 tonnes pour ChatGPT 3, hein. Ils ont recommencé pour ChatGPT 4, plus les autres versions. Alors certes, il y a de la réexploitation, parce que bah, on a toute une base de données, donc on la réexploite. Mais derrière, on peut s'estimer, comme ils ne communiquent pas leurs chiffres et leur manière de faire, bah, du coup, on est obligé de prendre les pires possibilités, et les pires possibilités, c'est de recommencer à zéro. Donc du coup, bah, faut s'imaginer qu'il y a peut-être 2 fois 500 tonnes qui sont parties pour ChatGPT. Et pour ça, est-ce que nous pourrons limiter tout ça? Alors, en termes de limitation, on a déjà, comment dire, des gens à la réflexion en Europe. L'Union européenne, puisque, bah, elle a plus de poids que la France elle-même toute seule, l'Union européenne justement, essaye de mettre des régulations sur les géants du numérique. Ça continue d'essayer d'en mettre. Ils ont commencé à en mettre ils arrivent à en mettre de plus en plus. Et l'exemple de Apple qui a dû changer ses méthodes de recharge, mais pas que, ses méthodes de production aussi, puisqu'ils ne respectaient pas, du tout leurs engagements. Donc ça va passer sûrement par des lois, des exploitations de ce genre-là. Après, pour la limitation, bah, vous pouvez aussi, vous-même ne pas les exploiter, en fait. Trouver des alternatives qui sont moins coûteuses. Mais basiquement, l'Europe restera pour moi, alors c'est mon avis personnel et ça vaut ce que ça vaut, pas grand-chose, mais c'est comme ça. Pour moi, je pense que l'Europe reste heu, une meilleure contrainte dans un premier temps, le temps qu'on change les mentalités. Allez, je vais passer à la dernière question qui me restait. Quels outils peuvent mesurer l'impact carbone? Bah, un outil que j'ai cité au début, l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, du coup, c'est spécialisé par donc c'est quelque chose d'assez spécifique et que généralement, c'est des entreprises qui le font. J'ai bon espoir que peut-être qu'on s'y mettra, nous aussi. J'aimerais bien. Pour justement mesurer les impacts carbone, et cetera. C'est très intéressant. Si vous avez besoin d'ailleurs de connaître plus de choses là-dessus, je peux vous citer quelques journaux qui sont intéressants. Donc, il y avait eu le lien pour comment dire le Green Tech Forum qui est excellent pour avoir plus d'infos. Je peux vous communiquer aussi greenIT.com greenIT.fr, pardon. Si vous souhaitez avoir quelques informations supplémentaires, qui est somme toute qui pour moi est très intéressant. Après, je vais pas vous envoyer vers, je vais pas vous envoyer vers les comment dire, pas les recommandations, mais les règlements de, du
de notre gouvernement, qui du coup dans la cellule écologique, dans le ministère de l'écologie, a tout un pan hein, qui est très intéressant, mais il faut pouvoir le boire, le machin, parce que c'est très dense et très gros, mais si vous vous intéressez beaucoup, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup d'y aller et de regarder. Comment ne pas tomber dans du greenwashing lorsqu'on parle Green IT? Comme c'est assez Ah oui, d'actualité. ouais, effectivement. Alors, malheureusement, en fait, il faut se faire violence. Alors, en fait, à chaque fois, il faut se poser les questions sur quoi ça intervient, où est-ce que ça va enfin, sur quoi ça intervient, comment ça intervient et c'est quoi la finalité. Déjà, rien qu'en se posant ces 3 questions, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Je prends par exemple, mon ancien enfin ma dernière mission dans une entreprise qui faisait justement des serveurs, du coup reconditionnés pour tout le monde. Ils reconditionnaient des téléphones portables et cetera et cetera. Alors sur le papier, c'est très bien. On se dit: «C'est formidable». Maintenant, on regarde un peu plus loin et technique marketing, faire des vidéos en VR de 8K. Ah c'est bon, technique marketing pas très bonne, n'est pas très et plutôt polluante et pourtant ils se disent écologiques. Derrière ça, voir si, les produits qu'ils fournissaient avaient un taux de retour de, 9 sur 10. 9 portables qu'ils vendaient revenaient, pour 10 portables vendus, revenaient, dans le centre pour être enfin être réparés. Voilà. Donc à chaque fois, c'est vraiment se poser les questions sur quoi ça intervient, quelle est la méthode qu'ils emploient et c'est quoi la finalité de la chose. Personnellement, moi, c'est les meilleures méthodes que j'avais. Après, leur poser des questions aussi en mode, bah, c'est quoi vos analyses de cycle de vie? Déjà, s'ils ne savent pas ce que c'est, ça commence à avoir un petit peu un problème. Et puis ensuite, bah, dire, tout simplement poser les questions et avoir des sources. Demander, bah, voilà, ça a été fait comment? Ça a été fait comment? Pareil, je me permettre de citer un exemple, le Google, que je vous ai dit au début, ils disaient que pour eux, c'est 0,02 grammes. Et bah, du coup, j'ai dû chercher plus loin, croiser plus de sources, et bah, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Voilà un exemple de greenwashing. Et du coup, il y avait aussi, Sébastien qui disait: «Oui, est-ce que les chaînes DevOps sont en train d'évoluer vers la green tech et des nouveaux outils en vue?» Alors, vaste question! En somme, le DevOps, malheureusement, j'ai pas encore d'œil dessus malgré le fait que j'ai des très bonnes relations avec des personnes qui sont dedans. Et je peux te citer un outil qui est green tech et qui est le DevOps, c'est par exemple, j'allais dire Debian, mais non, c'est pas Debian. Enfin si, Debian est green, mais c'est surtout, Docker. Docker, par exemple, est un outil que je sais que les DevOps aiment beaucoup et qui est réellement, une solution green, puisqu'il y a de l'optimisation, de la gestion et derrière une exploitation minutieuse qui évite d'exploiter de la ressource inutilement.